À l'automne 1800, Washington, D.C. était encore une ville en construction, un projet ambitieux mais chaotique surgissant des terres marécageuses bordant le Potomac. Le gouvernement fédéral était en plein déménagement de Philadelphie et la maison présidentielle, destinée à devenir la résidence officielle du chef de l'État, commençait à peine à être achevée. L'architecte irlandais James Hoban avait conçu un bâtiment censé impressionner par son élégance et ses proportions, mais l'extérieur ne reflétait pas la réalité intérieure. À l'intérieur, la plupart des pièces restaient inachevées, avec des murs non enduits et de vastes espaces à peine assez grands pour quelques meubles minimalistes. À son arrivée dans la nouvelle capitale, John Adams et sa famille découvrirent une demeure inachevée, témoignage concret du conflit entre les projets architecturaux et les contraintes pratiques. La façade, avec ses murs de pierre et son toit complet, paraissait solide et majestueuse, mais une fois à l'intérieur, on découvrait un monde de privations et de difficultés. La grande salle la plus imposante du bâtiment, était dépourvue de boiseries, de peintures et de meubles. C'était un espace nu où, durant ce premier hiver, Abigail Adams fit sécher son linge, aucune autre fonction ne pouvant être justifiée dans une pièce aussi vaste et froide. Les chambres à l'étage offraient à peine un abri convenable et l'escalier principal, bien que fonctionnel, était dépourvu de rampes et d'ornements. Le chauffage posait un problème constant. La plupart des cheminées étaient défectueuses et celles qui fonctionnaient peinaient à réchauffer les vastes couloirs. Dans ses lettres, Abigail Adams décrivait en détail les vents glacés qui balayaient les pièces, le mobilier spartiate et le sentiment de vivre dans un espace inadapté à une famille ou à l'administration de la présidence. Le mobilier était rare, faute de fonds fédéraux suffisants. Quelques pièces furent acheminées de Philadelphie, mais en quantité insuffisante pour le nombre de pièces. Nombre d'entre elles restaient complètement vides, d'autres ne contenaient guère plus qu'une table ou une chaise. Malgré tout, Adams s'efforçait de remplir ses fonctions officielles. Il recevait des visiteurs et tenait des réunions, même si le caractère inachevé de la résidence nuisait à son prestige et à sa grandeur. La coexistence des ouvriers, achevant le bâtiment, et de la famille présidentielle engendrait des complications quotidiennes, notamment des conflits d'accès à certaines zones et le bruit incessant des travaux. Le déménagement à Washington n'était pas dû à l'achèvement du bâtiment, mais à des impératifs législatifs. La loi imposant le transfert fixait des dates précises, sans tenir compte du fait que ni la maison présidentielle ni le Capitole n'étaient prêts. Le premier hiver de la famille Adams dans la nouvelle capitale fut froid, long et semé d'embûches. Les murs nus, les sols inachevés, le mobilier rudimentaire et les cheminées à moitié construites donnaient à la résidence des allures de refuge temporaire plutôt que de demeure présidentielle. Cependant, cette expérience établit des précédents importants. Les conditions minimales requises pour occuper la résidence étaient simples, mais essentielles. Des murs et des plafonds finis, quelques pièces habitables et des cheminées fonctionnelles dans les espaces principaux. John Adams n'habita la maison présidentielle que quelques mois. Après sa défaite face à Thomas Jefferson aux élections de 1800, il quitta rapidement les lieux suite à l'investiture de son successeur, laissant derrière lui une demeure impressionnante de l'extérieur, mais encore en travaux à l'intérieur. Son séjour, bien que bref, marqua la première occupation et permit de tester l'idée qu'une maison inachevée puisse servir de siège du gouvernement et de résidence présidentielle. L'expérience d'Adams et de son épouse mit en lumière les difficultés pratiques et logistiques liées à la vie dans un bâtiment en construction et souligna le décalage entre ambition architecturale et fonctionnalité immédiate. Lorsque Jefferson accéda à la présidence en 1801, la maison du président était encore un chantier inachevé, malgré quelques améliorations déjà entreprises. Passionné d'architecture et d'esthétique, Jefferson y apporta des modifications notables. Il agrandit et aménagea les terrasses est et ouest, créant des passages couverts, reliant la maison aux dépendances et augmentant ainsi la surface habitable. Sa vision intégrait des éléments classiques inspirés de l'architecture européenne qu'il avait étudiée lors de ses voyages, et il transforma progressivement les espaces intérieurs en pièces à vivre, finies et peintes, bien que le mobilier restât rudimentaire. Jefferson accorda également une grande importance au jardin et à l'intégration du bâtiment dans son environnement, transformant progressivement la résidence d'un projet isolé en un édifice lié à la ville de Washington en plein essor.
L'amélioration des routes, la plantation d'arbres et l'aménagement des allées permirent à la maison du président de s'intégrer au paysage urbain en formation, au-delà de sa simple structure physique. Le président sut allier ses goûts esthétiques à des impératifs pratiques. Les espaces intérieurs furent aménagés pour accueillir ses collections personnelles d'instruments scientifiques, de cartes et de spécimens d'histoire naturelle, tandis que les cheminées, enfin fonctionnelles, assuraient un chauffage acceptable. Durant ces premières années, la maison du président reflétait les défis d'une jeune nation. Une construction ambitieuse, en grande partie réalisée à la main avec des ressources limitées, qui devait servir à la fois de résidence familiale et de siège du gouvernement. Les premiers occupants apprirent à s'adapter à ces contraintes et leur expérience jeta les bases de l'évolution de la résidence tout au long du XIXe siècle. L'édifice conçu par Hoban n'était pas seulement une œuvre architecturale, mais aussi un témoignage de l'effort humain, de la persévérance et de l'adaptabilité dans un contexte de construction continue et de changement constant. Thomas Jefferson accéda à la présidence en mars 1801 et découvrit la Maison-Blanche encore inachevée, certaines pièces à peine habitables et les finitions intérieures inachevées. Pour lui, la résidence était à la fois un lieu de vie et un espace de cérémonie, et sa formation d'architecte lui permit d'imaginer des solutions améliorant la fonctionnalité du bâtiment sans altérer les plans originaux de Hoban. Jefferson commença par se concentrer sur les espaces extérieurs, notamment les terrasses est et ouest, transformées en galeries couvertes reliant la résidence aux bâtiments annexes et créant des espaces pratiques pour le stockage, le service et la circulation. Ces terrasses reflétaient sa connaissance de l'architecture classique et de la tradition des palais européens, avec des colonnes évoquant les modèles romains et italiens antiques. À l'intérieur de la maison, les travaux de finition progressaient patiemment. La grande pièce, qui, durant l'hiver d'Adams, n'avait servi qu'à faire sécher le linge, fut enfin enduite et peinte, bien que le mobilier restât spartiate. Les autres pièces furent achevées progressivement, alliant les leçons tirées de l'expérience d'Adams aux besoins spécifiques de Jefferson. Des pièces furent réservées au rangement des cartes, des instruments scientifiques et des collections d'histoire naturelle, reflétant ses intérêts intellectuels et ses méthodes de travail. Le président accorda également une grande importance au confort. Les systèmes de chauffage, insuffisants durant le premier hiver, furent achevés et réglés, rendant les grandes pièces plus accueillantes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un chauffage central, la construction judicieuse des cheminées et la disposition des bûches permirent d'obtenir des températures plus supportables durant les mois les plus froids. Jefferson avait compris que, pour que la résidence remplisse sa fonction politique, elle devait offrir un minimum de confort à ses occupants et visiteurs. Parallèlement, la ville de Washington commençait à se structurer autour de la résidence présidentielle. L'urbanisme, longtemps théorisé par l'enfant, prenait forme. Pennsylvania Avenue s'imposait comme une artère majeure et des bâtiments publics et des résidences privées s'élevaient autour de la résidence présidentielle. La transformation d'un terrain en grande partie marécageux et chaotique en un espace urbain identifiable fut lente mais essentielle. La résidence cessa d'être une structure isolée et commença à s'intégrer au tissu urbain, améliorant ainsi l'accessibilité, la voirie et la logistique nécessaires au bon fonctionnement de l'administration. Jefferson sut concilier sa vision esthétique et une fonctionnalité pratique. Même dans les pièces finies, il aménagea des espaces pour son travail personnel, organisant collections et bureaux au sein d'une même résidence. Son approche démocratique se reflétait également dans l'usage qu'il faisait des espaces. Il évitait toute formalité excessive, privilégiant des échanges accessibles avec les citoyens, ce qui contrastait avec la grandeur inhérente du bâtiment. Cette combinaison de fonctionnalité et d'expression esthétique fit de la résidence un lieu flexible où fonction officielle et vie quotidienne pouvaient coexister. Durant sa présidence, Jefferson s'intéressa également aux jardins et aux domaines de sa résidence. Il planta des arbres, traça des allées, et créa des compositions qui renforçaient l'intégration de la maison dans le paysage environnant. Si la transformation complète du domaine prit des décennies, ses premières interventions commencèrent à façonner un environnement non seulement fonctionnel, mais aussi symboliquement représentatif de la nouvelle capitale. La résidence, autrefois un bâtiment isolé au milieu de marécages et de chemins de terre, commençait à projeter l'image d'une demeure présidentielle nichée au cœur d'une ville en pleine expansion.
Le mandat de Jefferson a démontré comment une structure inachevée pouvait se métamorphoser grâce à la vision de ses occupants et aux enseignements tirés de l'expérience de ceux qui l'avaient précédé. La maison du président, initialement un bâtiment en grande partie inhabitable, est devenue une résidence qui, bien que toujours limitée, offrait fonctionnalité, confort et un cadre propice à la représentation politique. Les travaux se sont poursuivis tout au long de ces 8 années de mandat, établissant des précédents quant à l'adaptation de la résidence aux besoins changeants de la présidence et à l'évolution de la ville. Ces années ont également façonné la perception de la maison du président comme symbole. Elle n'était pas simplement la résidence d'un président, elle incarnait physiquement le pouvoir exécutif, la jeune nation et sa capacité à pérenniser ses institutions. Chaque décision prise par Jefferson, de l'aménagement des terrasses à l'achèvement des salons, reflétait un équilibre entre le respect de l'architecture d'origine et l'adaptation aux besoins spécifiques de l'administration et de la vie familiale. Malgré les améliorations, la maison du président était loin de l'image que nous associons aujourd'hui à la Maison Blanche. Le bâtiment manquait encore de décoration, d'un mobilier abondant et d'équipements modernes. Cependant, l'expérience de Jefferson a permis de faire de cette résidence un espace fonctionnel et habitable, jetant ainsi les bases pour ses successeurs. Ce fut une période de transition, d'un bâtiment inachevé à l'établissement d'une demeure fonctionnelle et d'un centre administratif opérationnel. Le mandat de Jefferson a également mis en lumière les tensions entre grandeur architecturale et utilité pratique. Les vastes espaces luxueux, idéaux pour les réceptions et événements officiels, devaient concilier chauffage, stockage et circulation au quotidien. Chacune des interventions du président visait à trouver un équilibre entre ces aspects, en proposant des solutions novatrices dans le cadre établi par Auban. Avec Jefferson, la résidence présidentielle cessa d'être un simple projet architectural pour devenir une demeure habitée, fonctionnelle et adaptée aux besoins de la présidence. Ce fut un processus graduel, où chaque amélioration répondait à la fois à des impératifs esthétiques et pratiques, et où la résidence commença à définir ce qui deviendrait symboliquement le foyer de tous les futurs présidents. La résidence présidentielle commençait à acquérir sa propre identité, même si le chemin était encore long avant qu'elle ne devienne l'icône que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Maison Blanche. Malgré les améliorations apportées par Jefferson, la maison du président n'était pas exempte de difficultés. Au début du XIXe siècle, la résidence demeura vulnérable aux ravages du temps et aux tensions politiques internationales. La guerre de 1812 constitua une épreuve décisive pour la jeune capitale. En août 1814, les forces britanniques marchèrent sur Washington et trouvèrent la ville pratiquement sans défense après la défaite américaine à la bataille de Bladensburg. La maison du président, symbole de l'autorité de la nation, fut l'une des principales cibles de cette attaque. Dolly Madison, épouse du président James Madison, joua un rôle déterminant dans cet épisode crucial. À l'approche de l'armée britannique, elle supervisa l'évacuation de documents vitaux, notamment des exemplaires de la Déclaration d'indépendance et d'autres archives gouvernementales essentielles. Elle sauva également personnellement le portrait de George Washington, peint par Gilbert Stuart, découpant la toile de son cadre pour le mettre en lieu sûr. Son geste témoigna non seulement de son courage, mais aussi d'une profonde compréhension de la valeur symbolique de la résidence et de son contenu. Une fois la famille Madison évacuée, les soldats britanniques pénétrèrent dans la maison du président. Selon les témoignages de l'époque, ils trouvèrent la table de la salle à manger mise et consommèrent le repas avant d'entreprendre la destruction délibérée du bâtiment. Des incendies se déclarèrent à plusieurs endroits, ravageant rapidement les structures en bois et tout le mobilier, ne laissant intacts que les murs de pierre. Ces murs extérieurs, construits en grès d'Akia Creek, résistèrent à la chaleur extrême et restèrent debout, bien qu'endommagés et noircis par la fumée, formant ainsi les fondations sur lesquelles la résidence serait reconstruite. L'incendie et les dégâts ont touché non seulement la résidence présidentielle, mais aussi d'autres bâtiments gouvernementaux, dont le Capitole et le département du Trésor. L'ampleur de la destruction a eu un impact psychologique et symbolique profond sur la jeune nation. Washington, qui était jusque-là une ville en pleine construction et encore tentaculaire, s'est transformé en un théâtre de ruines et d'humiliation, mettant à l'épreuve la résilience de ses habitants et de ses dirigeants. Face à cette situation, la décision de reconstruire était cruciale.
Le maintien de Washington comme capitale réaffirmait la détermination du pays face à l'agression britannique. James Hoban, l'architecte d'origine de la résidence, fut rappelé pour diriger le projet. Sa connaissance préalable du bâtiment ainsi que l'existence des murs extérieurs permirent d'entamer la reconstruction sans avoir à repenser entièrement la structure, accélérant ainsi le processus. Les travaux de reconstruction, entamés en 1815, ont d'abord consisté en une évaluation détaillée des dégâts. Certaines pierres endommagées ont été soigneusement replacées, tandis que d'autres ont été réparées et réutilisées. L'intérieur, tout entier, réduit à un amas de décombres calcinés, a été reconstruit intégralement. Charpentes, planchers, escaliers et plafonds ont été érigés, suivant les plans d'origine, tout en intégrant les améliorations tirées de l'expérience acquise lors de la première occupation. Le financement du projet a été approuvé par le Congrès, les fonds étant alloués par étapes. La collaboration entre les ouvriers ayant participé à la construction initiale et de nouveaux artisans a permis une progression efficace des travaux. L'utilisation de techniques de construction améliorées et le soin apporté aux détails structurels et esthétiques ont permis au bâtiment non seulement de retrouver sa forme d'origine, mais aussi d'acquérir une solidité et une fonctionnalité accrues. Lors de la reconstruction, des décisions à la fois pratiques et symboliques furent prises. La peinture blanche appliquée sur le grès naturel permit non seulement d'unifier l'aspect extérieur et de masquer les dégâts causés par la fumée, mais aussi de consolider l'identité visuelle qui allait donner naissance au nom populaire de Maison Blanche. Ce changement transforma la résidence présidentielle en une icône reconnaissable, dont l'image serait désormais associée au pouvoir exécutif et à la pérennité de la nation, même après une attaque dévastatrice. En 1817, la résidence était de nouveau habitable et la famille de James Monroe s'y installa. Malgré quelques travaux mineurs par la suite, la reconstruction marqua la fin d'une période de fragilité et le début de la consolidation du bâtiment comme symbole de stabilité, de résilience et de continuité. L'expérience de la guerre de 1812 et la reconstruction qui s'ensuivit soulignèrent la capacité de la nation à surmonter l'adversité et réaffirmèrent l'importance de la résidence présidentielle comme cœur, tant physique que symbolique, du gouvernement américain. Durant cette période, la résidence présidentielle non seulement retrouva sa fonction résidentielle et administrative, mais commença également à définir son rôle de monument national. Chaque modification, chaque amélioration, chaque acte de sauvetage de documents ou de portraits contribua à construire un récit de résilience, de clairvoyance et d'importance historique qui accompagnerait le bâtiment tout au long de son développement futur. La résidence s'est ainsi consolidée comme un épicentre de pouvoir, d'histoire et de patrimoine, jetant les bases des transformations et des adaptations qu'elle connaîtrait tout au long du XIXe siècle et au-delà. La reconstruction achevée fin 1817, la Maison-Blanche retrouva sa place centrale dans la vie politique et symbolique des États-Unis. La résidence recouvra ses fonctions résidentielles et administratives et commença à se forger une identité visuelle et culturelle plus affirmée. La peinture blanche appliquée sur les murs de grès unifia son apparence après l'incendie et posa les fondements de son nom emblématique, la Maison Blanche, qui allait progressivement s'imposer dans la correspondance et la presse, même s'il fallut des décennies avant son adoption officielle. La reconstruction a non seulement restauré la forme physique du bâtiment, mais a également intégré des améliorations pratiques héritées de l'occupation précédente. Les cheminées et les systèmes de chauffage ont été réparés et perfectionnés, résolvant ainsi certains problèmes qui avaient affecté les premiers occupants. Les terrasses est et ouest, aménagées par Jefferson, ont été restaurées et renforcées, intégrant des éléments architecturaux alliant fonctionnalité et esthétique classique et assurant la continuité du lien entre la résidence, ses dépendances et le paysage environnant. Le bâtiment devint plus habitable et fonctionnel, les pièces furent aménagées, meublées, et adaptées à la vie familiale du président et à ses fonctions officielles. L'expérience des premiers occupants et les conséquences de l'incendie avaient démontré que la résidence devait concilier dignité et praticité au quotidien. Chaque choix architectural et chaque modification, même mineure, reflétait cette tension entre splendeur publique et confort privé. La Maison-Blanche commença également à affirmer sa présence symbolique au sein du tissu urbain de Washington.
La ville elle-même, qui était encore largement en développement durant la première occupation par Adams et Jefferson, commença à se structurer autour de la résidence. Rues, bâtiments publics et privés et espaces verts aménagés donnèrent à la Maison-Blanche un cadre plus cohérent, la reliant à la capitale fédérale naissante et renforçant son rôle de centre du pouvoir exécutif. Sur le plan culturel et symbolique, la résidence est devenue un symbole de résilience nationale. Le fait que la nation ait non seulement résisté à l'attaque britannique, mais aussi reconstruit son principal bâtiment présidentiel, a renforcé l'idée de continuité et de force face à l'adversité. Chaque pierre réparée, chaque mur repeint, chaque pièce restaurée représentait un acte tangible de détermination et de reconstruction. La Maison-Blanche est ainsi devenue une icône, non seulement sur le plan architectural, mais aussi historique et patriotique, reliant la mémoire collective de la nation au lieu même où résidait son dirigeant. Par ailleurs, la reconstruction et la consolidation de la Maison-Blanche ont également permis de reconnaître, quoique tardivement, le travail de ceux qui avaient œuvré à sa construction. Les efforts des artisans libres, des immigrants et surtout des personnes réduites en esclavage ont commencé à être documentés et reconnus dans les archives historiques ultérieures, soulignant que la grandeur de l'édifice reposait sur le savoir-faire, les efforts et le dévouement de nombreuses personnes, souvent oubliées dans les récits officiels. Ainsi, à la fin des années 1810, la Maison-Blanche s'imposait comme un édifice alliant histoire, fonctionnalité et symbolisme. Bien plus qu'une simple résidence présidentielle, elle incarnait la persévérance, l'adaptabilité et la réalité complexe d'une jeune nation cherchant à concilier idéaux démocratiques et circonstances historiques difficiles. L'édifice devint un témoignage tangible de la capacité des États-Unis à surmonter les épreuves et à assurer la continuité de leur gouvernement. Cette conclusion de la première partie du récit prépare le terrain pour les phases suivantes. Le XIXe siècle, avec ses modifications présidentielles successives, l'intégration de nouvelles technologies et l'évolution de la résidence, d'une maison présidentielle nouvellement reconstruite à la Maison-Blanche mondialement reconnue, symbole de pouvoir, d'histoire et de continuité démocratique. Le récit de cette première partie mêle construction, destruction, reconstruction et l'émergence d'une icône nationale, démontrant que le bâtiment est bien plus qu'une simple structure. Il est le reflet de l'histoire et des valeurs en constante évolution de la nation. Après la présidence de Jefferson, la Maison-Blanche demeura un symbole du pouvoir exécutif, mais la jeune nation devait encore faire face à des défis extérieurs. En 1812, la guerre anglo-américaine éclata, un conflit qui mit à rude épreuve les ressources et la sécurité du pays. La capitale, encore en développement, était vulnérable, et en août 1814, cette vulnérabilité devint tragiquement manifeste. Les forces britanniques avancèrent sur Washington et, en représailles à la destruction de bâtiments à York, incendièrent de nombreux édifices gouvernementaux, dont la Maison-Blanche. L'annonce de l'avancée britannique provoqua une vive inquiétude. Le président James Madison et son cabinet quittèrent la ville, cherchant à éviter la capture et à assurer la continuité du gouvernement. Cependant, tous ne quittèrent pas immédiatement le palais présidentiel. La première dame, Dolly Madison, fit preuve d'un courage et d'une détermination remarquables. À mesure que la menace britannique se rapprochait, elle organisa l'évacuation de documents cruciaux, notamment des copies de la Déclaration d'indépendance et d'autres archives gouvernementales essentielles. Son acte le plus mémorable fut le sauvetage du portrait de George Washington par Gilbert Stuart, qui ornait la salle à manger d'État. Pour sauver le tableau, elle le décrocha de son cadre et parvint à le mettre en lieu sûr, garantissant ainsi la survie de l'histoire et des symboles de la nation face à la destruction imminente. Lorsque les forces britanniques pénétrèrent enfin dans la maison du président, elles trouvèrent le bâtiment quasiment intact à l'extérieur, tandis que l'intérieur était prêt à accueillir ses occupants. Des tables chargées de nourriture, d'ustensiles et de vin étaient encore dressées, témoignant du départ précipité de ces derniers. Les soldats britanniques consommèrent ce qui leur tombait sous la main et mirent le feu à plusieurs pièces. La chaleur intense consuma le bois, les planchers, les escaliers et tous les matériaux combustibles à l'intérieur. Cependant, les murs de pierre d'Akia Creek résistèrent, fournissant la structure qui permettrait une reconstruction ultérieure. La vision originale de Hoban, bien qu'endommagée, n'était pas entièrement perdue.
La forme, les proportions et l'agencement général de la maison du président subsistaient, même s'il ne restait plus qu'une carcasse noircie par les flammes. L'incendie de 1814 ne fut pas seulement un coup dur sur le plan matériel, il eut également un impact psychologique sur la nation. La destruction de la maison du président et d'autres bâtiments gouvernementaux constitua un défi symbolique à l'autorité américaine et à sa capacité d'autonomie. Mais la réaction immédiate ne fut pas la capitulation, mais la détermination. Le Congrès approuva les fonds nécessaires à la reconstruction et James Hoban, l'architecte d'origine, revint superviser la restauration du bâtiment. La reconstruction commença en 1815, s'appuyant sur les murs extérieurs subsistants et reprenant essentiellement les plans initiaux de Hoban. Cette phase permit également d'apporter des améliorations mineures, tenant compte de l'expérience des premiers occupants, en ajustant les détails pratiques et fonctionnels sans altérer la grandeur originelle du bâtiment. Durant sa reconstruction, le bâtiment a subi une importante transformation esthétique. La pierre naturelle, noircie par l'incendie, a été recouverte de peinture blanche, une décision à la fois pratique et symbolique. Protéger le matériau, unifier l'apparence et représenter le renouveau après la dévastation. Ce changement de couleur a donné naissance au surnom informel de « Maison Blanche », qui allait devenir par la suite le nom officiel du bâtiment. La restauration a permis à l'édifice de retrouver sa fonction de résidence présidentielle et de symbole de la nation, démontrant au monde entier que les États-Unis pouvaient se reconstruire et persévérer face à l'adversité. La restauration de la maison du président entre 1815 et 1817 permit à la résidence de retrouver son rôle central dans la vie politique et sociale du pays, tout en amorçant un processus d'évolution architecturale et technologique qui se poursuivit tout au long du XIXe siècle. La reconstruction respecta les plans originaux de Hoban, mais chaque président successif y apporta sa touche personnelle, adaptant la résidence aux besoins changeants et aux progrès technologiques de son époque. L'une des premières modifications notables fut l'achèvement des portiques, éléments architecturaux qui renforçaient l'image classique du bâtiment et lui conféraient une fonctionnalité accrue. Sous la présidence de James Monroe, le portique sud fut achevé. Un espace semi-circulaire à colonnes offrant un accès couvert au jardin arrière et rehaussant l'élégance de la façade. Plus tard, en 1829, sous la présidence d'Andrew Jackson, le portique nord, la façade donnant sur Pennsylvania Avenue, fut terminée. Ces portiques non seulement contribuèrent à l'allure du bâtiment, mais intégrèrent également les principes de l'architecture néoclassique, privilégiant la symétrie, les proportions et les références aux modèles romains et grecs, des éléments qui reflétaient les idéaux républicains de la jeune nation. Parallèlement aux améliorations architecturales, des progrès technologiques ont transformé la fonctionnalité du bâtiment. Durant la première moitié du XIXe siècle, des systèmes de chauffage plus performants ont été installés, résolvant ainsi certains problèmes de froid et d'humidité qui avaient affecté les premiers occupants. L'éclairage a ensuite évolué. Au milieu des années 1840, l'éclairage au gaz a remplacé les bougies et les lampes à pétrole, permettant une utilisation plus sûre et plus fiable des espaces la nuit. Ces modifications n'étaient pas purement décoratives. Elles répondaient à la nécessité d'adapter un bâtiment initialement résidentiel à une double vocation, la maison présidentielle devant servir à la fois de demeure familiale, de lieu de travail et de salle de réception officielle. L'avènement de l'électricité à la fin du XIXe siècle, initié sous la présidence de Benjamin Harrison, a marqué une nouvelle étape dans la modernisation. Son installation, progressive et prudente, reflétait à la fois la nouveauté de cette technologie et les préoccupations sécuritaires de la famille présidentielle. Chaque innovation technologique et architecturale a été intégrée en respectant autant que possible la structure et le caractère d'origine du bâtiment, conciliant ainsi modernisation et préservation du patrimoine. Le XIXe siècle a également été marqué par des transformations des espaces extérieurs et des jardins de la résidence présidentielle. Plusieurs premières dames ont joué un rôle central dans la planification et l'embellissement du domaine en créant des plantations, des allées et des aménagements paysagers qui dépassaient que la simple fonctionnalité. Ces jardins offraient non seulement une beauté visuelle, mais renforçaient aussi la représentation du pouvoir et de la stabilité de la présidence, intégrant le bâtiment dans un environnement soigneusement conçu et chargé de symbolisme. Prises ensemble, ces modifications reflétaient une tendance constante.
La maison présidentielle s'adaptait sans cesse aux progrès technologiques, aux besoins de ses occupants et à l'évolution du symbolisme de la présidence. Chaque changement était progressif, respectant l'architecture originale de Aubin tout en intégrant des améliorations pratiques et esthétiques qui préparèrent le bâtiment à son rôle de résidence pour les générations futures. Ainsi, la maison présidentielle s'est imposée non seulement comme une résidence, mais aussi comme un espace vivant mêlant tradition, innovation et symbolisme dans chaque recoin. Au-delà des améliorations architecturales et technologiques, l'histoire de la maison présidentielle au XIXe siècle a révélé une autre dimension cruciale, le rôle fondamental joué par les personnes réduites en esclavage dans sa construction. Longtemps, le récit historique s'est concentré exclusivement sur les présidents, les architectes et les fonctionnaires, ignorant le travail forcé qui a rendu possible l'édification et l'entretien du bâtiment. Cependant, des recherches récentes ont permis de faire partiellement ressurgir la mémoire de ces hommes et femmes dont le travail fut essentiel, mais dont l'identité avait été systématiquement effacée des archives officielles. Grâce aux registres de paix, aux contrats, aux titres de propriété et à d'autres documents d'époque, les historiens ont pu identifier les noms et les rôles de certains des travailleurs réduits en esclavage ayant participé à la construction de la maison du président. On a découvert qu'ils effectuaient des tâches variées, allant de la taille et du transport de pierres depuis la falaise d'Akia Creek à la menuiserie, la maçonnerie et les finitions intérieures. Leur expérience, leur savoir-faire et leurs efforts ont été essentiels à l'édification de ce bâtiment vaste et complexe qui a résisté à l'épreuve du temps et aux ravages de l'histoire, tel que l'incendie de 1814. La reconnaissance de ces contributions est plus que symbolique. Elle témoigne d'une volonté affirmée de présenter une histoire complète et honnête. La White House Historical Association, en collaboration avec d'autres organisations et chercheurs, s'est employée à documenter ces contributions et à les diffuser par le biais de programmes éducatifs, de publications et d'une signalétique sur place. En 2017, une plaque commémorative a été installée sur le terrain de la Maison-Blanche, reconnaissant officiellement le travail des personnes réduites en esclavage. Ce geste honore non seulement la mémoire de celles et ceux qui ont contribué à la construction du bâtiment, mais offre également aux visiteurs et aux citoyens une vision plus nuancée et réaliste de l'histoire du pays. Cette reconnaissance met en lumière un contraste saisissant entre les idéaux proclamés par les pères fondateurs et la réalité de l'esclavage qui coexistait avec ces principes. La Maison-Blanche, symbole de liberté et de démocratie, fut construite en partie grâce au travail forcé, rappelant brutalement la contradiction entre le discours sur l'égalité et les pratiques sociales de l'époque. Documenter et enseigner cette histoire ne change pas le passé, mais permet de mieux comprendre la complexité de la fondation des États-Unis et le coût humain de ses symboles les plus emblématiques. Cet effort de sensibilisation contribue à faire comprendre que le bâtiment n'est pas seulement une résidence présidentielle ou un symbole de pouvoir, mais aussi le fruit du travail collectif de centaines de personnes, libres et esclaves, dont la collaboration a donné naissance à une œuvre monumentale. La maison présidentielle, au-delà de sa fonction politique, devient ainsi un témoignage tangible des compétences, des sacrifices et des vies qui ont permis sa construction, l'intégrant plus pleinement à la mémoire historique de la nation. Après le XIXe siècle, la Maison-Blanche, résidence du président des États-Unis, entra dans une période de modernisation et d'adaptation aux changements technologiques et politiques qui allaient caractériser le XXe siècle. Si la structure de base de Aubin demeura inchangée, les progrès réalisés dans les infrastructures électriques, la plomberie, le chauffage et les communications nécessitèrent d'importantes modifications. L'arrivée de l'électricité à la fin du XIXe siècle jeta les bases d'un siècle de transformation. Le passage de l'éclairage au gaz à l'éclairage électrique améliora non seulement la fonctionnalité du bâtiment, mais marqua également un tournant dans le fonctionnement de la présidence, permettant le travail de nuit, l'extension des réceptions officielles et une plus grande efficacité administrative. Sous la présidence de Theodore Roosevelt, au début du XXe siècle, la Maison-Blanche connut sa première grande rénovation intérieure de l'ère moderne. Roosevelt réorganisa les bureaux et les espaces afin de faire face à la charge de travail administrative croissante de la présidence, séparant clairement les zones résidentielles des zones de travail et réaffirmant ainsi que la Maison-Blanche était non seulement un lieu de résidence, mais aussi l'épicentre du pouvoir exécutif.
Cette rénovation comprenait de nouveaux bureaux pour les secrétaires et les assistants, des installations de communication plus modernes et des espaces dédiés aux archives et documents présidentiels, anticipant ainsi le besoin d'un système organisé pour la bureaucratie fédérale en pleine expansion. Outre sa fonctionnalité, la Maison-Blanche a également fait l'objet d'une attention particulière en matière d'esthétique et de conservation. Les structures ont été renforcées, les toitures et les sols réparés, et le système de chauffage modernisé, résolvant ainsi des problèmes persistants depuis les premières années d'occupation. Ces interventions témoignent d'un équilibre entre le respect du projet original de Hoban et l'adaptation du bâtiment aux exigences du XXe siècle. La résidence présidentielle ne pouvait plus être considérée comme une simple demeure élégante ou un symbole de la nation. Elle devait devenir un espace de travail efficace, sûr et à la pointe de la technologie. L'importance croissante de la sécurité a également transformé la Maison-Blanche durant cette période. L'accessibilité qui caractérisait le XIXe siècle n'était plus envisageable. Des contrôles plus stricts furent mis en place, des barrières physiques et des systèmes de surveillance rudimentaires commencèrent à être envisagés, anticipant les besoins d'un siècle marqué par les tensions internationales et le rôle médiatique grandissant de la présidence. Chaque modification répondait à une logique à la fois pratique et symbolique. La résidence présidentielle devait projeter autorité, stabilité et capacité d'adaptation aux nouveaux défis. Durant la présidence d'Harry S. Truman, dans les années 1940, la Maison-Blanche dut faire face à l'un de ses plus importants défis structurels depuis sa reconstruction entre 1815 et 1817. Après plus de 150 ans d'utilisation continue, le bâtiment présentait de graves problèmes de stabilité. Poutres fragilisées, toitures instables et installations électriques et de plomberies vétustes menaçaient la sécurité de ses occupants. La maison, malgré son extérieur imposant, était en réalité en ruine à l'intérieur. Truman entreprit une rénovation complète de l'intérieur. Connu sous le nom de Centre de réadaptation Truman durant ses travaux, le bâtiment fut partiellement évacué, la famille présidentielle étant temporairement relogée à Blair House, située en face de la Maison-Blanche. Toutes les structures internes d'origine furent démolies, sols, murs, plafonds et systèmes techniques furent remplacés. Une charpente métallique interne fut construite, créant une structure moderne capable de supporter le poids du bâtiment tout en préservant la façade historique de Hoban. Cette intervention permit une modernisation complète des installations. L'électricité, le chauffage central, la plomberie et les communications furent mis aux normes du milieu du XXe siècle. Le projet comprenait également des restaurations esthétiques. Moulures, détails historiques et agencements des pièces principales ont été fidèlement reproduits afin de respecter l'intention architecturale d'origine. La Maison-Blanche a ainsi acquis une double identité, un intérieur moderne et sécurisé et un extérieur historiquement fidèle à la vision de Hoban et des présidents du XIXe siècle. La rénovation entreprise par Truman a permis à la résidence présidentielle de continuer à servir de domicile et de centre des affaires de l'exécutif, tout en préservant sa valeur symbolique et architecturale. Ce moment a marqué un tournant dans l'histoire de la Maison-Blanche. Le bâtiment nécessitait non seulement un entretien constant, mais devait aussi évoluer pour relever les défis de la modernité sans perdre son identité historique. La rénovation a permis à la résidence présidentielle de rester habitable et fonctionnelle et a jeté les bases des futures améliorations technologiques et sécuritaires qui allaient caractériser le XXIe siècle. Tout au long de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, la Maison-Blanche a poursuivi son processus d'adaptation, conjuguant progrès technologiques, sécurité et impératifs fonctionnels. Les rénovations ont visé à garantir que la résidence présidentielle demeure habitable, sûre et opérationnelle, tout en préservant sa valeur historique et symbolique. Les progrès technologiques ont transformé de nombreux aspects de la Maison-Blanche. Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ont été entièrement modernisés, garantissant une régulation thermique efficace dans toutes les pièces et tous les bureaux. Les systèmes électriques et d'éclairage ont été adaptés aux besoins résidentiels et opérationnels des événements officiels aux retransmissions en direct.
Des réseaux de télécommunications de pointe, des systèmes de sécurité électronique, une surveillance constante et une cybersécurité renforcée ont été mis en place, témoignant du rôle stratégique de la résidence en tant que centre du pouvoir exécutif. L'extérieur est resté fidèle à la tradition. La peinture blanche est régulièrement renouvelée. Les façades sont préservées et les jardins continuent d'être conçus et entretenus avec une rigueur historique et esthétique. Les modifications architecturales ont été minimales, privilégiant la préservation et la restauration, tandis que les améliorations intérieures visent l'efficacité et la sécurité. La reconnaissance historique et sociale a également évolué. Les recherches sur le rôle des personnes réduites en esclavage et autres travailleurs lors de la construction initiale de la Maison-Blanche ont été intégrées au récit public de cette institution. Expositions, visites guidées et ressources pédagogiques mettent en lumière à la fois l'histoire des présidents et celle des personnes dont le travail a rendu possible la construction de cette résidence. Cette intégration de perspectives historiques plus complètes témoigne d'un engagement contemporain en faveur de la transparence et de l'éducation historique. Aujourd'hui, la Maison-Blanche continue de remplir simultanément les fonctions de résidence présidentielle, de bureau exécutif et de musée vivant de l'histoire américaine. Chaque décision de rénovation et de modernisation vise à concilier fonctionnalité, sécurité et préservation du patrimoine. La structure, bien qu'en constante évolution, conserve la vision de Hoban et l'identité forgée au cours de plus de 2 siècles. Ainsi, la Maison-Blanche demeure un symbole durable de la présidence, de la résilience nationale et de l'évolution historique des États-Unis, intégrant passé et présent dans un édifice qui reste au cœur de la vie politique, culturelle et sociale du pays. Tout au long du XXIe siècle, la Maison-Blanche a poursuivi sa transformation sous l'impulsion des nouvelles technologies, des impératifs de sécurité et des exigences en matière de développement durable. L'intégration de systèmes énergétiques plus performants, l'utilisation de l'éclairage LED et des systèmes de climatisation intelligents témoignent de son adaptation aux normes modernes, sans pour autant compromettre l'intégrité historique du bâtiment. Chaque modernisation technique est réalisée avec un soin méticuleux afin de préserver l'esthétique d'origine et la cohérence avec le style néoclassique conçu par Hoban. Le bâtiment demeure un espace multifonctionnel, résidence de la famille présidentielle, siège du président et lieu d'accueil d'événements nationaux et internationaux importants. Les pièces historiques conservent leurs éléments d'origine autant que possible, tandis que les espaces de travail et de communication ont été modernisés pour soutenir le fonctionnement quotidien de la présidence dans un monde numérique. Ces adaptations illustrent comment la Maison-Blanche conjugue préservation du patrimoine et efficacité opérationnelle contemporaine. Par ailleurs, l'accent mis sur l'éducation et la sensibilisation historique a été renforcé. Des programmes ont été mis en place pour expliquer la contribution de tous ceux qui ont participé à sa construction, notamment les artisans, les immigrants et les personnes réduites en esclavage. Des expositions temporaires et des ressources pédagogiques numériques permettent au public de mieux appréhender la complexité historique du bâtiment, y compris les défis rencontrés, les reconstructions et l'évolution sociale qui s'en est suivie. Les aménagements paysagers extérieurs et les jardins ont été régulièrement restaurés afin de respecter le plan original de Jefferson et les modifications ultérieures, tout en intégrant des critères de durabilité et de conservation écologique. Les allées, les fontaines et les espaces verts sont entretenus selon une combinaison de traditions historiques et de besoins modernes, garantissant ainsi que l'environnement demeure à la fois fonctionnel et représentatif du symbolisme de la présidence. Cette évolution souligne que la Maison-Blanche n'est pas un simple bâtiment, mais un organisme vivant qui reflète l'histoire, la politique et la culture américaine. L'adaptation constante de l'espace physique, associée à une attention particulière portée à sa valeur historique, permet à chaque génération de percevoir la Maison-Blanche comme un symbole de continuité, de résilience et de leadership, tout en préservant la mémoire de celles et ceux qui ont contribué à sa construction et à son entretien au fil des siècles. Au fil du XXIe siècle, la Maison-Blanche a continué d'évoluer, demeurant un symbole tangible de l'histoire américaine et du pouvoir exécutif, tout en s'adaptant aux défis contemporains en matière de technologie, de sécurité et de développement durable. Chaque président ayant occupé la résidence a engendré de nouveaux besoins,
nécessitant des ajustements au niveau de l'infrastructure, de la logistique et de la fonctionnalité des espaces. L'alliance de la tradition historique et de la modernisation technologique est devenue un équilibre délicat où chaque intervention devait préserver l'essence architecturale de Auburn tout en garantissant l'efficacité opérationnelle du gouvernement le plus puissant du monde. L'un des domaines ayant fait l'objet d'une attention particulière durant cette période a été la modernisation des systèmes de gestion énergétique et climatique. Les anciens systèmes de chauffage et de ventilation centralisés, installés et modifiés tout au long du XXe siècle, ont été progressivement remplacés par des équipements plus performants, dotés de commandes numériques permettant un réglage précis de la température, de l'humidité et de la consommation d'énergie. Ces systèmes ont non seulement amélioré le confort et la sécurité des occupants, mais ont également témoigné d'un engagement en faveur du développement durable, en réduisant la consommation d'énergie et les émissions liées au fonctionnement quotidien du bâtiment. L'installation d'éclairage LED, de capteurs automatiques et de panneaux de commande intelligents a été réalisée avec soin afin de préserver l'esthétique des intérieurs historiques, démontrant ainsi que modernisation et préservation du patrimoine pouvaient coexister. Outre le fait d'être la résidence de la famille présidentielle, le bâtiment abrite toujours le siège du bureau central de la présidence et accueille des cérémonies officielles, des conférences internationales et des événements diplomatiques. Des pièces historiques telles que le salon Est, le hall de réception et le salon Bleu conservent des éléments architecturaux d'origine, notamment des moulures, des cheminées et des ornements de sol et de plafond, tandis que des équipements modernes de communication et de sécurité y sont discrètement intégrés afin de permettre le fonctionnement de l'État sans compromettre l'intégrité historique des lieux. Ce travail a nécessité une planification méticuleuse. Chaque intervention doit être réversible, documentée et approuvée par des comités de conservation, garantissant ainsi aux générations futures la possibilité de découvrir le bâtiment comme l'ont fait les présidents des siècles passés. Parallèlement, la Maison-Blanche a renforcé son rôle éducatif et historique. La contribution de tous ceux qui ont participé à sa construction, des artisans et charpentiers aux personnes réduites en esclavage et contraintes au travail forcé, fait désormais partie intégrante de l'histoire du bâtiment. Les programmes éducatifs et les visites guidées présentent des informations détaillées sur la construction initiale, la reconstruction après l'incendie de 1814 et les modifications successives apportées par chaque administration. Le public peut ainsi comprendre comment, pendant plus de 2 siècles, la Maison-Blanche a été le fruit d'un effort collectif, reflétant à la fois l'ambition architecturale de la nation et sa complexité sociale et historique. La reconnaissance du travail des personnes réduites en esclavage a profondément modifié l'interprétation historique de la Maison-Blanche. Des recherches récentes ont permis d'identifier les noms, les rôles et les tâches spécifiques de ces travailleurs, révélant ainsi leur histoire avec une précision inédite. La création de plaques commémoratives, d'expositions et de ressources numériques garantit que la contribution de ces individus ne tombera pas dans l'oubli. Cette approche historique plus complète et plus honnête contraste avec les récits antérieurs qui glorifiaient uniquement les architectes et les présidents et offre une compréhension plus fine de la complexité de la société américaine à ses débuts. La Maison-Blanche a également connu des transformations au niveau de ses jardins et de ses espaces verts. Les efforts de restauration ont visé à préserver la vision de Thomas Jefferson et les modifications ultérieures, tout en intégrant des critères de durabilité écologique et de conservation du patrimoine. La plantation d'espèces indigènes, la conception des allées et des sentiers, ainsi que l'emplacement des fontaines et des éléments ornementaux ont suivi une approche équilibrée. Le respect de la tradition allié à la prise en compte des besoins contemporains d'entretien, de sécurité et d'utilisation fonctionnelle. Les jardins sont devenus des espaces à la fois symboliques et fonctionnels, lieux de cérémonie, espaces pour des événements culturels et zones de détente pour les résidents, tout en préservant le lien avec l'histoire du site. Les systèmes de sécurité ont connu une évolution parallèle. De l'installation de clôtures, de miradors et de contrôle d'accès au XIXe siècle à la mise en œuvre de technologies de pointe en matière de surveillance, de détection et de communication au XXIe siècle, la Maison-Blanche s'est adaptée pour protéger ses occupants et ses visiteurs.
Chaque modification a été soigneusement étudiée afin de ne pas compromettre l'esthétique historique du bâtiment ni perturber l'expérience des participants aux visites éducatives ou aux cérémonies publiques. Sécurité, fonctionnalité et préservation du patrimoine historique ont coexisté de manière interdépendante, permettant ainsi au bâtiment de remplir de multiples fonctions sans perdre son identité. En matière de technologie, la Maison-Blanche a fait figure de pionnière en adoptant des innovations adaptées à son époque. Le passage du gaz à l'électricité au XIXe siècle n'était qu'un début. Au XXe et XXIe siècle, l'intégration de télécommunications de pointe, de réseaux de données sécurisés, de systèmes d'information en temps réel et de la diffusion en direct a transformé le bâtiment en un centre opérationnel performant. Ces évolutions ont permis à la présidence de fonctionner harmonieusement dans un monde globalisé où la prise de décision et la communication doivent être instantanées. Toutefois, chaque nouvelle installation est réalisée dans le respect de la structure d'origine afin que la modernisation ne perde pas le caractère architectural du bâtiment. La valeur symbolique de la Maison-Blanche est restée constante. Elle représente la continuité du gouvernement, la résilience face aux crises et le point de convergence de l'histoire, de la culture et de la politique. La peinture blanche qui recouvrait ces murs après la reconstruction de 1817 demeure un emblème de renouveau et de pérennité, tandis que le bâtiment lui-même incarne la capacité d'adaptation aux évolutions sociales, technologiques et politiques. Chaque intervention, chaque restauration, chaque modernisation a renforcé son rôle de symbole national, démontrant qu'un édifice historique peut être à la fois fonctionnel, moderne et représentatif. Le défi permanent de la Maison-Blanche a été de maintenir un équilibre entre son rôle de résidence, de centre du pouvoir et de monument historique. Cela implique des décisions complexes concernant l'aménagement de l'espace, la préservation des éléments d'origine et les adaptations nécessaires aux technologies et à la sécurité. Les architectes, les restaurateurs et les administrateurs qui ont œuvré à la restauration du bâtiment doivent prendre en compte chaque détail, du choix des matériaux à l'intégration des systèmes invisibles, afin de garantir une harmonie entre histoire et fonctionnalité. Cette approche a permis à la Maison-Blanche de continuer à remplir sa mission première, servir de résidence et de siège du pouvoir exécutif tout en préservant son importance historique et culturelle. En définitive, la Maison-Blanche symbolise la collaboration intergénérationnelle, la vision de Hoban, l'intervention de Jefferson, la résilience après l'incendie de 1814, les ajustements apportés par chaque président et le travail de ceux qui la font vivre aujourd'hui. Chaque pierre, chaque pièce, chaque élément restauré ou modernisé raconte une histoire de continuité, de défis et d'adaptation. En ce sens, la Maison-Blanche est plus qu'un simple bâtiment. C'est une archive vivante de l'histoire américaine, un lieu où passé et présent coexistent, et un rappel que préservation et modernisation peuvent coexister lorsqu'elles sont menées dans le respect de la mémoire et de la fonction. L'histoire de la Maison-Blanche est celle d'une ambition, d'une résilience et d'une évolution constante. Dès ses débuts comme résidence présidentielle sous John Adams, le bâtiment dut faire face au défi de l'inachèvement. Des pièces inachevées, un manque de mobilier, des cheminées à peine fonctionnelles et la rigueur des hivers de Washington. Adams et sa famille furent les premiers occupants d'une demeure encore en travaux, démontrant ainsi que la grandeur architecturale devait souvent coexister avec l'improvisation et l'adaptabilité. Thomas Jefferson, à son entrée en fonction, poursuivit les travaux et y apporta des améliorations personnelles, telles que les vastes terrasses Est et Ouest, intégrant sa vision classique et son souci de la fonctionnalité, laissant son empreinte sur la résidence et établissant des précédents d'utilisation qui influenceraient les administrations futures. L'incendie criminel perpétré par les Britanniques en 1814, durant la guerre de 1812, marqua un tournant. La maison du président fut ravagée de l'intérieur, seuls les murs de pierre subsistant. Le courage de Dolly Madison, qui sauva des documents et le portrait emblématique de George Washington, symbolisa la détermination à protéger l'histoire et l'identité de la nation de la destruction. La reconstruction, menée à nouveau par Hoban entre 1815 et 1817, permit de restaurer l'édifice selon ses plans d'origine, avec quelques ajustements mineurs pour corriger les problèmes identifiés lors de l'occupation initiale et des améliorations techniques. La peinture blanche appliquée durant ces travaux
redonna non seulement au bâtiment son aspect d'origine, mais lui donna également le nom qu'il porte aujourd'hui. La Maison Blanche, emblème de renouveau et de pérennité. Tout au long du XIXe siècle, la Maison Blanche a connu des transformations architecturales, technologiques et fonctionnelles. L'ajout de portiques au nord et au sud, l'amélioration du chauffage, du gaz et de l'électricité, ainsi que l'aménagement des jardins témoignent d'un processus d'adaptation constant, où tradition et modernité s'entremêlent avec subtilité. Chaque modification répondait à des besoins réels: confort, efficacité, sécurité et prestige, démontrant ainsi qu'un bâtiment historique pouvait évoluer sans perdre son identité. Les intérieurs furent adaptés aux usages administratifs et cérémoniels, et les jardins transformés en espaces à la fois symboliques et fonctionnels. La reconnaissance du travail des personnes réduites en esclavage lors de sa construction a profondément modifié le récit historique. Des recherches récentes ont permis d'identifier leurs noms, leurs rôles et leurs tâches spécifiques, intégrant leurs histoires dans des expositions, des programmes éducatifs et des panneaux commémoratifs. Cette approche authentique enrichit notre compréhension de la Maison Blanche, nous rappelant que sa grandeur ne repose pas uniquement sur les architectes et les présidents, mais aussi sur le labeur de centaines de personnes, libres et esclaves, qui ont rendu sa construction et sa reconstruction possibles. Aujourd'hui, la Maison Blanche allie histoire, fonctionnalité et technologie. Elle symbolise la continuité du gouvernement américain et sa résilience face à l'adversité, tout en servant de résidence présidentielle, de centre opérationnel et d'espace de cérémonie. Chaque président y a laissé son empreinte, adaptant le bâtiment aux besoins contemporains sans compromettre son héritage architectural. La Maison Blanche est ainsi un témoignage vivant de plus de 2 siècles d'histoire où passé et présent coexistent, nous rappelant que la grandeur d'une nation se reflète autant dans ses édifices que dans les récits de ceux qui les ont construits, préservés et habités.